Et très souvent, les entrepreneurs qui explosent, etc., ils ont une très forte aversion au risque. Je sais plus comment on le dit, mais en gros, ils n'ont pas peur de prendre des risques audacieux et ils n'ont pas peur de prendre des risques. Alors que dans mon profil, j'avais peur de prendre des risques en fait. J'ai toujours fait des choix très sécures. Moi, lorsque le Sénat me demande de quitter le salariat, j'arrivais à un moment donné où on voulait me faire passer responsable d'une boutique à seulement 20 ans. J'avais 20 ans à ce moment-là. Et puis, la boutique dans laquelle j'étais faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Puis, à ce moment-là, j'étais en pleine formation et l'entreprise me dit, bon, on a vu tes résultats, donc on veut te faire passer responsable de cette boutique. Et pareil, à ce moment-là, comme toi, le Seigneur me parle. Et puis, il me dit clairement que non, c'est pas dans ça que je t'appelle. La procrastination peut avoir différentes causes, tu vois. Alors, comme j'avais conscience de ça, j'ai déjà été plein de fois face à des phases de procrastination plus ou moins longues. Et à chaque fois, ce qui m'a aidé à en sortir, c'est de venir essayer de trouver la cause. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous vous souhaitons la bienvenue pour un nouvel épisode d'Impul Podcast. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir Marielle, fondatrice de Et si on avançait. Donc, dans une seconde partie, elle prendra le temps de pouvoir se présenter ses plateformes, présenter son parcours. Aujourd'hui, nous allons parler principalement de la peur, de la comparaison, de la procrastination. Et bien sûr, nous allons également vous aiguiller pour savoir comment sortir de ces blocages. Alors, je vous incite à rester connecté avec nous parce que je crois que cet épisode va vous bénir. Vous allez apprendre énormément de choses. Bonjour Marielle. Bonjour Roy et bonjour à la communauté. C'est un plaisir pour nous de te recevoir sur le plateau d'Impul Podcast. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va super bien. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais en quelques mots te présenter ? Ok, donc je m'appelle Marielle Curassier. J'ai fondé Et si on avançait en réalité en 2018. C'était de la création de contenu. C'est un média où je parle d'organisation, de productivité et où je propose des formations pour apprendre à s'organiser, être plus productif et avancer sur ses projets. Et puis depuis peu, je suis également bras droit du dirigeant. Et je forme également d'autres bras droits à se lancer en fait en freelance. Parce que du coup, je dis bras droit du dirigeant, mais en réalité, je suis ce qu'on appelle une online business manager. Donc, j'accompagne des CEO qui ont des business en ligne dans le développement de leur activité. D'accord. Et quel a été toi ton parcours? Comment est-ce que tu es arrivé dans l'entrepreneuriat? Parce que chez nous, on prend toujours le temps de pouvoir montrer des exemples de réussite. Donc, comment toi tu es arrivé dans l'entrepreneuriat? Alors, j'aime bien préciser ça dans mon parcours parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui se disqualifient dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont mon profil. Typiquement, moi, je suis pas celle qui rêvait d'entrepreneuriat depuis sa plus tendre enfance. Je veux pas de patron. C'est un peu le stéréotype de l'entrepreneur et moi, je ne suis pas du tout comme ça. Donc, sachez que si vous réfléchissez comme ça, il y a une place quand même pour vous. Vous pouvez aussi entreprendre. Alors, j'ai commencé, en fait, en 2018 à me poser pas mal de questions. Je venais de me marier. Je me suis mariée en 2017. Et quand on a envie des événements comme ça dans sa vie, très souvent, c'est un peu des phases où on se pose aussi des vraies questions. D'accord. À l'époque, j'étais responsable qualité. J'avais fait un parcours qui me plaisait quand même bien, mais j'avais du mal à mettre du sens à ce que je faisais dans mon travail. Et je commençais à me demander mais pourquoi je suis faite, mais plus globalement. Au-delà de mon métier de responsabilité, je ne suis pas juste mon métier. J'étais entourée de beaucoup d'artistes. Mon mari est beatmaker, musicien, batteur, il prend un piano, il prend une guitare. Sa famille, c'est pareil. Autour de moi, j'ai beaucoup d'artistes ou des sportifs. Et puis, il y avait moi, où j'avais pas forcément de don, de talent. En tout cas, c'était pas forcément très évident. Et même si on sait qu'on peut prier pour que Dieu nous révèle, etc., j'arrivais pas à trouver cette évidence. Je me disais, c'est ça. Et j'ai commencé à me documenter et je suis tombée sur un outil. Comme quoi, des fois, il y a des outils qui peuvent nous aider et qui viennent confirmer en fait des choses dans notre vie. C'est un outil qui s'appelle l'Ikigai. D'accord. Et cet outil, je le trouve très intéressant parce qu'il permet de se poser des vraies questions. Je crois qu'il y a 4 questions, je m'en souviens plus totalement, mais c'était ce pourquoi tu es bonne de manière générale, ce dont pour toi le monde a besoin, genre ce qui te tient à cœur, ce pourquoi tu es payé aujourd'hui. Et la troisième, je me rappelle, c'est peut-être trois sphères, je crois. D'accord. Et tu vois, avec ces questions-là, tu brainstormes en fait sur des choses. Ah oui, peut-être que la quatrième sphère, c'est ce pourquoi on te sollicite tout le temps. D'accord. Et puis j'ai commencé à noter. Et puis je réalise que j'ai organisé plein de mariages, que même quand je servais à l'église, j'étais dans des postures de coordination, d'organisation. Dans mon travail, c'était de l'organisation, des plannings, des plans. Qu'est-ce que j'aime faire dans ma vie privée?
faire des to-do list, des plannings, organiser, être productive. Et là, ça a été comme un truc, en fait, c'est comme si tous les puzzles de ma vie s'emboîtaient. Wow. Et ça commençait à faire sens, en fait. Je voyais que j'avais un don plutôt d'administration, de Wow. coordination. Et c'était à l'époque où les gens créaient du contenu. D'accord. J'étais pas à la base, j'allais pas me lancer en tant qu'influenceuse, mais mon mari il commençait à se documenter sur tout ce qui était revenu passif, comment vivre d'un blog, des choses comme ça, avoir Yes. des sponsors. Et en fait, à l'époque, je parlais de cheveux un peu et les gens m'attendaient sur ce sujet-là. Mais quand Wow. j'ai eu le déclic de la mission, en fait, qui me tenait à cœur, un peu ce qui faisait sens, j'ai vraiment trouvé... j'ai eu une conviction de paix que je devais aller vers ça. Et Wow. donc, j'ai créé Et si on avançait pour d'abord commencer à partager autour de ce sujet qui me plaisait. Donc, D'accord. l'organisation, la productivité, aider les gens finalement à utiliser l'organisation pour avancer sur leur projet. Wow. Donc, c'était ça. Et donc, en 2018, je crée Et si on avançait à côté de mon travail. Je suis toujours pas entrepreneuse. Moi, dans ma tête, j'ai créé un média. Allez, peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir des sponsors ou parce que j'avais un blog. Après, j'ai créé un podcast. Et je me disais qu'à un moment donné, j'allais peut-être monétiser ça d'une façon ou d'une autre, mais je n'avais jamais pensé le monétiser comme devenant quelqu'un qui va accompagner des personnes Wow. dans ce sujet-là. Yes. Parce que dans ma bulle de salarié, Mhm. en fait, j'ai pas de diplôme en organisation. Donc, techniquement, pourquoi quelqu'un va venir et me payer Wow. pour ça? Yes. Et sauf que la communauté, elle commençait à Bien grandir, sûr. 1000, 2000, et les gens commencent à me dire, c'est bien beau tes contenus gratuits, mais moi, je veux que tu m'accompagnes. Moi, j'ai besoin d'être accompagnée. Moi, je veux plus que du contenu gratuit. Qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider? Et je découvre le monde du business en ligne, donc Yes. l'infopreneuriat, le Mhm. fait de créer des formations, des Mhm. produits digitaux. Et voilà. Donc, je décide de me former au marketing Mhm. parce que je trouve que c'est une chose de partager sa Mhm. passion en ligne Mhm. et une autre que de la commercialiser. Moi, je savais pas vendre, quoi. Je Mhm. créais du Bien contenu, sûr. mais vendre, déjà avec... bon, on parlera tout à l'heure, j'avais le syndrome de l'imposteur. Qui je suis, en fait, Oui, pour pour commencer à pouvoir le vendre faire. des choses, quel Wow. prix donner, comment... et voilà, et je m'intéressais au marketing, mais il y avait encore peu de choses, en fait, sur ce sujet en 2018. Et je me suis formée au marketing avec une personne que je voyais créer du contenu autour de ça et dont j'appréciais le travail, j'aimais bien les valeurs. Et je me suis donné le défi, je me suis dit, ok, je vais investir dans son programme, mais il faut que j'arrive à rembourser ce programme. C'était un Wow. premier investissement Yes. pour moi. Et à l'époque, je voyais toutes les personnes sur le web comme des charlatans. Vraiment. Yes. Je Oui, me disais, c'est pas oui, je pense que possible. c'était la même chose chez moi. Oui, on peut pas vivre d'une activité en ligne, etc. Mais je sentais que je devais aller vers ça et tout. Et j'ai investi et je me suis dit, bon, il faut qu'à la fin de ce programme, je reste pas juste avec des informations consommées parce qu'on peut tellement faire ça, acheter des programmes, faire des choses et ne jamais les passer à l'action. Et je me suis mis pour défi, à la fin de ce programme, je sors une offre et il faut que j'arrive à la rembourser. Wow. C'était peut-être 1000 euros, Mhm. tu vois. Et à l'époque, c'était quand même beaucoup Mhm. pour Bien moi sûr. dans un programme en ligne Bien comme sûr. ça. C'est pas un programme certifiant, c'est pas un master. Mhm. Parce que moi, j'avais Bien un sûr, master, bien j'avais sûr. des vrais diplômes et Yes. tout. Et donc, j'ai investi. Et à la fin de ce programme, j'ai effectivement sorti une première offre. Et cette première offre, je crois qu'elle a généré 1300 euros de chiffre d'affaires. Et c'était déjà beaucoup pour moi à l'époque. J'étais trop étonnée, quoi. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé finalement à proposer, en plus du contenu, des services d'accompagnement en organisation et en productivité. Et au fil de l'eau, à générer plus de chiffre d'affaires, à créer des offres différentes pour finalement, en octobre 2020, me lancer à temps plein dans cette D'accord. activité. Sans filet de sécurité. On parlera Bien des peurs sûr, parce bien que sûr. j'ai essayé de trouver plein de moyens, rupture conventionnelle, ça marchait pas. Et puis à un moment donné, je sentais que le Seigneur me disait, vas-y quoi, en fait, Fonce. arrête, c'est le moment. Et donc j'ai donné ma démission, mais vraiment du jour au lendemain, en fait. C'est-à-dire que j'avais beaucoup procrastiné cette décision alors que je voyais que c'était vers là que je devais aller. Et puis à un moment donné, il y avait comme un cri du cœur qui disait, stop quoi, arrête et tu dois démissionner. Donc j'ai démissionné et puis du coup en octobre 2020, je me suis retrouvée du coup à temps plein à devoir piloter une activité et jusqu'à présent du coup je suis toujours entrepreneuse à temps plein. Wow, c'est juste formidable tout ce que tu as été amené à pouvoir nous partager. D'ailleurs, je te félicite pour ton parcours. En fait, il y a quelque chose que tu as dit qui est très intéressant et je pense qu'on en parlait la dernière fois dans le troisième podcast qu'on a fait avec Lionel Bankina. On parlait justement de comment est-ce que les personnes pouvaient justement trouver leur domaine, le domaine dans lequel Dieu les attendait. Parce que je crois que c'est là aussi où vient le syndrome de l'imposteur, c'est qu'on est tellement entouré de personnes sur les réseaux sociaux qui réussissent, qui d'apparence ont de très beaux métiers ou alors ont de très belles plateformes,
qu'on va toujours se poser cette question, pourquoi moi? Et je pense que Mmh. cette introspection que tu as fait, d'ailleurs, on verra si on pourra peut-être mettre le lien de cet outil qui Mmh t'a mh. aidé, toi. Simplement faire une introspection, j'en avais parlé la dernière fois, de se dire, bon, alors moi, bah, quels sont les dons, quels sont les talents que j'ai? Et peut-être prendre aussi le temps de pouvoir questionner les personnes qui sont autour de nous, à pouvoir eux-mêmes faire une introspection dans notre Mmh. vie à nous, pour pouvoir nous aiguiller à trouver ces dons et ces talents. Donc, merci pour ce partage. Alors moi, du coup, j'aurais une question à te poser, c'est, bon, là, tu nous as parlé du fait que quand tu as découvert ce que Dieu, enfin, après avoir fait cette formation, tu t'es enfin lancé. Est-ce que ça a été évident dès le départ? Pas du tout. Parce qu'il faut savoir, bah, moi, je viens pas d'une famille et je l'ai dit en plus au début que l'entrepreneuriat, c'était pas quelque chose que j'avais envie d'avoir dans ma vie. Pourquoi? Parce que le modèle, du salariat, n'était pas quelque chose qui me déplaisait non plus totalement, tu Wow. vois? Ce qui fait qu'il y a comme une dualité en moi, parce que généralement, on a toujours le profil de l'entrepreneur qui veut fuir le salariat. Yes. Alors que moi, dans le salariat, je voyais beaucoup de confort, je voyais beaucoup le fait que ça se répète, enfin, Bien sûr. que j'ai un salaire assuré. Parce que moi, Exactement. en fait, c'était un enjeu de sécurité, en fait. Je pensais Exactement. qu'en ayant un CDI, ça m'assurait la sécurité. Mais ce qui vient de mon histoire, tout simplement, parce que moi, j'ai été élevée par une maman qui était femme de ménage, qui m'a toujours dit que la sécurité de l'emploi, c'était d'avoir un CDI. Donc, je l'avais obtenu, j'étais bien Wow. payée. Et c'est comme si aujourd'hui, venir dire que je vais devenir entrepreneur, c'est dire bye bye à cette sécurité, en fait, qu'on m'avait toujours dit que c'était l'objectif d'une vie. Donc, Yes. tu vois, quand tu grandis Ce genre de avec schéma. ce genre de schéma, finalement, tu dois t'affranchir de beaucoup de croyances, en fait. Et même si l'appel est sur ta vie, tu sens que Dieu te dit d'aller vers ça, c'est pas aussi simple parce qu'il y a un vrai combat intérieur entre l'identité que tu penses avoir et ce que Dieu dit vraiment de toi, tu Yes. vois. Yes. Et encore aujourd'hui, des fois, j'ai ce Bien sûr. challenge-là parce que c'est pas automatique en réalité. Donc j'avais très très peur. J'avais peur de ne pas réussir à en vivre. J'avais peur de me tromper aussi. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui me dit d'y Yes. aller? Wow. Tu vois, j'avais beaucoup de questionnements comme ça. Alors que pourtant, devant moi, les circonstances parlaient d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui voulaient entreprendre, qui n'avaient même pas de clients. Moi, il y avait des gens, je réussissais déjà à générer, il y Wow. avait du fruit, quoi. Yes. Je pouvais y croire, quoi. Mais il y avait toujours ce challenge, mais oui, mais ça, c'est maintenant comme ça, mais et dans 2 mois, et dans Wow. 6 mois, Et en fait, à un moment donné, je crois que ça s'est fait très progressivement. C'est bien d'avoir un entourage. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui disent que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, bah, beaucoup de personnes sont contre toi, ils Hmm. comprennent pas. Moi, c'était l'inverse. Mon entourage croit plus en moi que moi-même. Alors qu'ils sont pas entrepreneurs. Et j'aime bien dire ça parce que des fois, il suffit d'avoir le bon entourage qui t'aime vraiment et qui Hmm. voit l'appel sur ta vie et qui sont capables de t'encourager aussi. Hmm. Et moi, même s'ils n'étaient pas entrepreneurs, ils voyaient que c'était la voie pour moi et ils étaient tout le temps en train de m'encourager. À m'encourager, à me dire que, bah, par exemple, même si j'ai peur de la sécurité, si c'est Dieu qui m'envoie vers ça, en fait, ça va aller, en fait. Donc, Wow. j'étais très encouragée. J'ai eu la grâce aussi d'avoir un époux qui, lui, n'a pas cette peur-là et qui, Yes. du coup, m'aidait aussi à y aller, quoi. Wow. Et donc, là, la carte était entre, Dieu avait dit oui, mon époux avait dit oui, mes proches Dis m'encourageaient. oui. En Wow. fait, la balle était dans mon camp. J'ai quand même sécurisé d'une certaine façon parce que le coût de la formation, Mhm. c'était aussi pour moi me dire bah ok, on peut vraiment faire quelque chose. Donc Hmm. j'ai fait ce pas-là très concret de me former en fait au marketing. Mais après, pour le passage à l'action, vraiment, je dis que ça s'est fait du jour au lendemain, mais c'est beaucoup de discussions, beaucoup de prières, beaucoup d'échanges, qui fait qu'à un moment donné, voilà, je sens que je dois arrêter de juste fuir, de Hmm. juste fuir ce qui m'appelle et tout, et que je dois y aller. Donc, ok, je fais une première lettre, demande de rupture conventionnelle le matin, et le midi, mon patron me dit que c'est pas possible. Et Wow. là, je recommence à rentrer dans mes travers. Je me dis, mais non, mais j'aurai pas de chômage. Comment je vais faire? Wow. Et tout. Et tout de suite, je sens que je dois pas laisser ce discours Hmm. s'installer dans ma Hmm. tête. Et je refais une lettre pour dire, ben là, je démissionne en fait. Wow. Et du coup, bah, je démissionne. J'avais 3 mois de préavis puisque j'étais cadre. Et voilà, je l'ai fait et je me suis dit, ok Seigneur, on va y aller et puis on verra. Wow. Mais c'est juste, en fait, ça me parle ce que tu dis parce que moi, j'ai eu un peu le même, enfin, sur une partie de mon témoignage, ça a été un peu comme toi. Moi, lorsque le Seigneur me demande de quitter le salariat, j'arrivais à un moment donné où on voulait me faire passer responsable d'une boutique à seulement 20 ans. J'avais 20 ans à ce moment-là. Et puis, la boutique dans laquelle j'étais faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires par Mm. an. Donc, c'était quand même un bon départ. C'était en plein centre de Lyon.
Et puis, à ce moment-là, j'étais en pleine formation et l'entreprise me dit, bon, bah, on a vu tes résultats, donc on veut te faire passer responsable de cette boutique. Et pareil, à ce moment-là, comme toi, le Seigneur me parle et puis il me dit clairement que non, c'est pas dans ça que je t'appelle. Je veux plutôt que tu puisses utiliser les dons et les talents que je t'ai donnés parce que c'est sur la base de ces dons et ces talents-là que je pourrais véritablement te bénir. Et puis, c'est comme s'il y avait une lutte au-dedans de moi parce que je commençais à me dire, mais je commençais à me poser certaines questions, à me dire, mais pourquoi est-ce que je vais pas me fatiguer, mais pourquoi est-ce que je vais m'obstiner à pouvoir travailler pour les gens alors que les gens aussi pourraient travailler pour moi? Donc, petit à petit, j'avais ce genre de questionnement. Et pareil, comme moi, j'ai voulu quitter le salariat, j'ai pas eu le droit. En fait, j'ai dû démissionner parce qu'il n'y a pas eu de rupture à l'amiable. J'ai dû démissionner. Donc, qui dit démission dit que j'ai pas eu les aides, j'ai pas eu le droit au chômage. J'ai pas non plus eu le droit parce que moi, directement après, donc 4 jours après, j'ai monté ma structure. Et à ce moment-là, c'est vrai que quand je fais des recherches, je me rends compte que normalement, on a le droit à certaines aides de l'État lorsqu'on veut créer une nouvelle structure. Et donc, quand je vais faire ces demandes-là, on me dit, bon, bah, en fait, comme tu as démissionné, même à ces aides-là, tu n'as pas le droit. Ouais. Puis là, je retourne vers le Seigneur et je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Je dis, mais pourquoi tu m'as pas dit avant que… Et puis, c'est là où j'ai compris qu'en fait, le problème, c'est que c'était l'instant T dans lequel le Seigneur voulait me faire partir. Et que si je durais dans cette situation-là, j'allais jamais me lancer finalement. Je sais pas si toi, c'était le même cas. C'est que si le Seigneur, justement, permettait qu'il y ait cette rupture à l'amiable, peut-être qu'ils allaient te demander de rester un peu plus longtemps, peut-être que les choses allaient se faire autrement. Finalement, est-ce que tu te serais lancé? Je ne pense pas. En fait, je réalise que ça a été ma plus belle bénédiction de ne pas avoir de filet. Parce que pour l'anecdote, j'avais fait ce programme d'accompagnement et on est beaucoup d'entrepreneurs qui avaient le chômage. Sauf que quand tu n'as pas de chômage, tout de suite, tu incarnes ta casquette d'entrepreneur, tu vois. C'est vrai. Alors que si j'avais le chômage, j'aurais peut-être allez, c'est pas grave si je fais pas de chiffre d'affaires ce mois-ci parce que je vais avoir le… Et en fait, tout de suite, j'ai dû me mettre en tête que je devais générer du chiffre d'affaires. Et c'est après coup que je me dis, mais heureusement, parce que vu mon profil, peut-être que je me serais trop reposée sur le chômage. Parce que c'est un truc que je constate, même avec les personnes que j'accompagne, quand elles ont le chômage, ou alors, quelles que soient les subventions, elles ont tendance à beaucoup se reposer là-dessus et ne pas être à fond dès le début. Et c'est quand les droits vont se terminer qu'elles se disent, bon, allez, là, je vais prendre mon activité au sérieux. Ce qui fait que ça m'a fait gagner énormément de temps. Mais c'est après coup que j'ai été reconnaissante parce que j'avoue qu'à l'époque, j'aurais bien aimé. Waouh, c'est là où on se rend compte que le Seigneur est formidable. Exactement. Il est vraiment formidable et qu'il nous connaît. Il nous connaît comme il nous connaît et il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Alors moi, j'aurais une question. C'est une question que je me pose souvent et j'aimerais te la poser à toi. Pourquoi est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on a autant de peur et autant de crainte quant au fait de se lancer, quant au fait de pouvoir sortir du salariat et quant au fait de se lancer dans ce dans quoi Dieu nous appelle, dans l'entrepreneuriat plutôt? Je vais parler pour moi, parce que je pense qu'en plus, en fonction de différentes personnes, ça va pas être la même chose. Les peurs ne vont pas chercher les causes au même endroit. Donc, à mon niveau, moi, je pense que c'est vraiment le côté se projeter. J'ai tendance à l'époque, j'avais tendance à toujours voir le négatif, en fait, les risques. Okay. Tu sais, j'ai une grosse, on appelle ça en business une aversion au risque. Et très souvent, les entrepreneurs qui explosent, etc., ils ont une très forte aversion au risque. Je sais plus comment on le dit, mais en gros, ils n'ont pas peur de prendre des risques. Ils sont audacieux. Audacieux, et ils n'ont pas peur de prendre des risques. Alors que dans mon profil, j'avais peur de prendre des risques, en fait. J'ai toujours fait des choix très sécures. Et là, embrasser l'entrepreneuriat, on peut pas converger entrepreneuriat et stabilité. Par définition, l'entrepreneuriat, c'est prendre des risques. Donc, en fait, il y avait un enjeu plutôt identitaire chez moi parce que je me voyais pas comme quelqu'un qui prend des risques. Donc, du coup, c'était un challenge pour moi par rapport à ça. Maintenant, entreprendre, c'est tellement de choses. Ça te met face à un miroir. En fait, tu es face à un miroir parce que tu deviens responsable de beaucoup de choses. Là où quand tu es dans le salariat, tu peux te cacher encore sur ton salaire. Tu peux avoir un titre, mais tu vois, tu es encore caché. Alors que quand tu es entrepreneur, tu es face à un vrai miroir et ça peut faire sortir tellement de choses. Et tout ça, ça fait peur. Et il y a plein de peurs racines qui peuvent popper et t'empêcher finalement de te lancer, tu vois. Voilà ce que je pouvais dire sur ça, mais ça peut dépendre de tellement d'histoires. Et quel conseil tu donnerais, toi, à cette personne, justement, qui passe par ces peurs-là? Quel outil? En fait, bon, pour être franc, moi, moi, pour mon témoignage personnel, j'ai dû aussi beaucoup méditer la parole.
pour réaliser que l'entrepreneuriat, c'était quelque chose que le Seigneur avait déjà prévu pour nous et que mm. les dons et les talents que Dieu nous avait donnés, derrière ces dons-là et derrière ces talents-là se cache justement notre bénédiction, notre prospérité. Mais quel était toi, dans ton parcours à toi, comment tu as dépassé ces blocages-là? Ben, comme toi, déjà moi, il faut savoir que, ben, en fait, sans Dieu, je ne serais juste pas là. Parce que Wow. déjà, je suis entrepreneuse par obéissance avant toute chose. Amen. Tu vois? Yes. Donc, si tu es entrepreneuse par obéissance avant toute chose, ça veut dire que tu es obligé de tout centrer autour de Dieu. Donc, la dépendance, elle a commencé dès le début parce que sans lui, je n'irais pas dans cette voie, Amen. tout simplement. Wow. Donc, je te rejoins sur la parole de Dieu parce que, en fait, il y a tellement de passages qui viennent fortifier, en fait, ma foi durant mon parcours, etc., qui sont venus consolider. Et en fait, tu remplaces les mensonges par la vérité. Amen. Tu vois, tu remplaces Yes. les mensonges par la vérité. Il y a des moments où je suis tellement anxieuse et en fait, je suis obligée de prendre des passages, écrire mon nom et les déclarer Wow. pour passer à l'action parce que sinon, je n'y arrive pas, en fait. Wow. Donc, c'est parole contre parole, vérité contre mensonge. Mensonge, voilà, dans ta tête. Il y a beaucoup de personnes qui ont des... Moi, des fois, il m'arrivait d'entendre carrément des choses qui me décourageaient à passer Wow. à l'action, tu vois. Donc, effectivement, s'enraciner dans la parole. Et puis, un autre truc qui est plus pratique aussi qui m'a aidée, où là, c'était une personne qui m'avait dit ça. Elle était même pas chrétienne, mais on échangeait. Mais elle m'a dit, mais et au pire, quoi? En fait, je Wow. sais pas si tu vois la question. Yes. Yes. En fait, je me suis réalisé que des fois, je me faisais une montagne, alors que, en vrai, au pire, dans le pire des cas, il y a un échec. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu meurs? Est-ce que, en fait, la personne, elle avait comme déclenché un truc, en fait, mais je suis en train de créer un drame autour de quelque chose, un futur qui n'existe même pas. Exactement. Et j'avoue que ça m'a aidé à dédramatiser les choses. Et plein de fois, en fait, où je me retrouve dans des situations où je dois prendre des décisions compliquées ou alors que je vois que je commence à trop vouloir anticiper et tout, bah, cette question, elle m'aide à un peu Yes. désamorcer mon côté qui va tout le temps Exactement. chercher à vouloir savoir la suite, à savoir ce qui va se passer, etc. Wow. Wow, wow, wow. Je pense qu'il y a beaucoup de clés qui sont données. Mm. J'aimerais vraiment vous inviter à vous qui nous regardez à pouvoir prendre des notes sur tout ce qui est en train d'être dit. C'est juste, c'est très intéressant tout ce que tu es en train de dire. Moi, personnellement, j'aimerais vous donner aussi un conseil. Je pense que toi, c'est un peu la même chose que moi. Je pense que, comme tu l'as dit, moi aussi, je suis rien sans Dieu. Et je pense que ce qui fait aujourd'hui ma force, ce qui me pousse à être dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment, c'est pas quelque chose dans lequel moi non plus je me voyais. Mm. Comme tout à l'heure, on a eu l'occasion d'échanger. Moi, au départ, je viens du milieu sportif et je pensais que ma vie était vouée à être dans le sport. Mais c'est vrai que l'une des choses qui m'aide aujourd'hui, c'est vraiment la personne du Saint-Esprit. Mm. Je pense que c'est mon intimité avec Dieu. Et c'est vrai que dans ces moments-là, il n'y a pas de meilleur refuge que d'être dans la présence de Dieu. Parce que c'est lui qui vous a appelé, c'est lui qui vous connaît. Il connaît vos faiblesses, mais il connaît aussi vos qualités, il connaît aussi vos capacités, tout comme il connaît aussi les choses que vous n'êtes pas capable de faire. Et donc, je pense qu'en étant dans l'intimité avec lui, en ayant une forte connexion avec lui, il pourra vous rassurer, il pourra également mettre en lumière vos zones d'ombre, mais également vos zones fortes, ces endroits que vous-même, vous ne connaissez pas. Et je pense que l'une des choses que Saint-Esprit a fait dans mon cas personnel, c'est qu'il m'a montré ce que moi-même, je n'arrivais pas à voir de moi-même. Prenez soin de votre intimité avec Dieu et laissez également Dieu vous conduire dans ce qu'il a prévu pour vous. J'aimerais également... Oui, vas-y. Je voulais rebondir aussi sur quelque chose que je n'ai pas dit. Il y a aussi un truc que j'ai appris à faire aussi depuis que je suis entrepreneuse, c'est de passer à l'action et d'arrêter de... Tu sais, des fois, les personnes comme moi qui aiment beaucoup planifier, intellectualiser... En fait, il se passe beaucoup de choses dans notre tête avant de passer à l'action. Exactement. Et j'ai compris, en fait, que dans l'entrepreneuriat, ça fonctionne pas comme ça, en fait. Il faut être capable, une fois que tu as une conviction, tu sais que tu dois faire quelque chose, c'est important d'être dans l'action. Et très souvent, je réalise que la peur part pendant que j'agis, en fait, pendant que je suis en train de faire ce que je dois faire. Alors que tant que je reste là en train de me dire, je dois faire ceci, je devrais faire cela, la peur, elle est là, elle augmente. Alors que quand je commence à me dire, ok, on arrête, on passe à l'action, bah en fait aussi, ça vient désamorcer ce côté... En fait, c'est comme quand on était petit, tu sais, si tu te rappelles quand on était petit, quand on s'endormait dans la chambre, on avait tous peur du noir. Et c'est vrai qu'avant de rentrer dans la chambre, on était là, on était effrayés. Et puis finalement, tous les matins, on se levait en disant, mais il n'y a y a aucun monstre qui m'a dévoré durant la nuit. Je pense que c'est la même chose dans l'entrepreneuriat, c'est le fait de se dire que ces peurs-là, elles sont normales parce qu'on est des êtres humains. Donc on aura forcément ces peurs-là. Mais il n'y a pas de meilleur moyen de dépasser ces peurs-là que de les affronter directement. Exactement. Et quand tu parles avec beaucoup d'entrepreneurs, parce que moi, je suis dans les coulisses de beaucoup de dirigeants, et moi, je pensais qu'eux, ils n'avaient pas peur.
Parce Waouh. que je me faisais tellement l'image de l'entrepreneur qui n'a pas peur, mais en fait, je réalise juste qu'ils font en ayant peur. C'est ça la différence, en fait. Waouh. Ils agissent, même s'ils ont peur, ils font des investissements mais ils sont face à des challenges qui sont beaucoup plus grands que les miens. Et Yes. forcément, le fait d'être au contact aussi de ces personnes-là, ça m'a aidé aussi à me dire, mais Marielle, oui, en fait, ça fait partie de l'aventure et tu agis malgré la peur, en fait. C'est ça le deal. C'est pas que la peur va disparaître, c'est que Yes. tu vas faire avec et tu vas la confronter, en fait, en agissant. Waouh, waouh, waouh. Et je pense, et c'est également ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que la plus grande qualité d'un entrepreneur, la plus grande chose que la personne qu'on devrait chercher, c'est vraiment simplement être audacieux. Et Mm, si on ne l'a pas, c'est demander au Seigneur, Seigneur, remplis-moi d'audace, parce que mm, dans tous les cas, et moi, c'était lorsque je parlais la dernière fois avec d'autres entrepreneurs, on était lors d'une réunion, une des choses qui me disaient souvent, c'est qu'ils se sont rendus compte que la plupart du temps, quand tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, tu vas juste te rendre compte qu'une semaine après, quelqu'un d'autre l'a déjà fait. mm. Et cette personne-là, elle n'est pas forcément plus forte que toi, elle est pas plus talentueuse que toi, elle a les mêmes craintes, les mêmes doutes que toi, mais juste parce qu'elle a eu l'audace. Et je pense que la foi, c'est également simplement de faire le premier pas. Mm. C'est de faire le premier pas. Et souvent, et je pense qu'on pourra aussi inciter là-dessus, c'est parce que les personnes pensent que lorsque Dieu te donne la vision, la provision doit venir instantanément. Et ils ne réalisent pas que souvent, la provision vient lorsque tu as déjà mis le pied dans le vide. Et je me Mm. rappelle, je connais plus exactement cette situation, mais cette situation disait que euh, l'entrepreneur, c'est la personne qui saute dans le vide et qui construit le parachute au Pendant cours du vol. le... Mhm. Et je pense que c'est ça aussi, c'est de vous dire que nous qui sommes entrepreneurs, on n'est pas forcément, lorsque le Seigneur nous a communiqué la vision, la provision n'est pas forcément venue instantanément. On a d'abord agi, on a d'abord fait les premiers pas. Des fois même, ça a mis 1 mois, 2 mois. Dernièrement, par exemple, nous, on a organisé une conférence et j'expliquais, je témoignais que lorsque le Seigneur nous donne la vision par rapport à la conférence, on avait 0 de côté. Et moi, personnellement, j'avais même 2 mois de loyer en retard. Mhm. Et donc, je suis là et le Seigneur me dit, bon, Roy, tu vas organiser la deuxième conférence, une conférence qui doit rassembler 500 personnes avec une salle qui coûtait plus de 5 000 euros. Quand on fait le total de tous les frais, c'était presque 8 000 euros. Mm. Toi, tu dois déjà 4 mois, parce qu'il y avait 2 mois de loyer, puis pendant la conférence, ça a duré 2 mois de préparation. Donc, en tout, il y avait 4 mois de loyer à l'approche Mm. de la conférence. Donc, tu as 4 mois de loyer en retard, plus 8 000 euros. Et j'expliquais que, donc, jusqu'à la veille de l'événement, on n'avait aucun fonds pour payer la salle. Et puis le Seigneur a permis que les fonds viennent après. Mais c'est de dire qu'en fait, j'ai dû d'abord me lancer. J'ai dû Mm. d'abord croire en ce que Dieu me disait. J'ai Mm. dû m'attacher à la vision que Dieu m'avait donnée. Et j'ai dû croire qu'en fait, Dieu était donc Dieu était enfin, la personne qui Oui. allait provisionner, qui allait Mhm. pourvoir, même à la dernière minute. Et même si, et moi je me rappelle, c'est dans ma prière, je dis au Seigneur que même si tu ne le fais pas, je veux croire que parce que tu m'as dit de le faire, je dois le faire. Et je Mm. pense que c'est là aussi, c'est ce pourquoi nous devons être aussi obéissants à ce que le Seigneur nous demande de faire. Exactement. D'ailleurs, ça fait partie d'une phrase que j'ai eue à un moment donné, on peut appeler ça un réma. Tu sais, quand c'est une période encore où j'étais encore angoissée par rapport à plein de choses, etc. Et en fait, j'ai dû redéfinir ma vision de la sécurité, en fait. Parce que Waouh, des fois, on croit qu'on est en sécurité dans un CDI, mais pas du tout. En fait, il y a plein de waouh, choses qui peuvent passer. Et en fait, ce qui m'aide, moi, aujourd'hui, à continuer à entreprendre, c'est lorsque, à un moment donné, j'ai compris que ma seule sécurité, c'était Dieu, en fait. amen, Et qu'il n'y avait pas d'autre. Tu sais, yes, des fois, tu vas chercher la sécurité dans plein de trucs. Je la cherchais, cette sécurité, mais en fait, je ne l'ai qu'en Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ils peuvent. Regarde, on a eu l'épidémie. Les personnes qui pensaient avoir la sécurité dans certaines choses, ils l'ont perdu du jour au lendemain exactement, lorsqu'il y a eu un virus. Et en fait, ma seule sécurité au final, c'était Dieu. Donc, cette fameuse sécurité que je cherchais, c'est venu m'apaiser de réaliser que je pouvais la trouver nulle part ailleurs, en fait. Donc, du coup, je ne la waouh, cherche plus trop. Et ça waouh, m'apaise un peu dans ma vie entrepreneuriale yes. aujourd'hui. Merci pour ces témoignages. J'aurais une autre question à te poser également, c'est quel a été toi ton rapport par rapport à la comparaison? Mm. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que les spectateurs qui vont nous regarder vont se dire, OK, c'est bien beau. Moi, le Seigneur, par exemple, me demande de créer une agence digitale, mais il y en existe tellement que je ne sais pas comment me positionner. Quel est toi ton rapport par rapport à ça, la comparaison? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a également freiné? Le fait de voir d'autres personnes autour de toi qui étaient déjà très prometteurs dans le domaine dans lequel tu t'es lancé? Effectivement, beaucoup de comparaisons au début. Et ça aussi, un peu comme la peur, je pense que c'est naturel. C'est pas... Enfin, l'être humain se compare, tu vois. L'être Yes. humain se compare, donc j'avais commencé à créer du contenu. Je voyais des gens, leur communauté, elle grandissait. Moi, j'avais toujours 300 abonnés, je comprenais pas. On se compare sur tellement de choses.
Et c'est quelque chose que j'ai très mal vécu, mais à des moments précis. Par D'accord. exemple, la comparaison en dehors des périodes où je vends, c'était pas très très grave. D'accord. Mais dans les périodes de lancement, tu sais, quand il y a un enjeu financier, etc., ça devenait très compliqué à gérer parce que des fois tu peux tellement te comparer et finir par te dire, mais ça sert à rien en fait, il y a quelqu'un d'autre qui le fait. Waouh. Et tu peux avoir parfois un discours comme ça qui n'est pas vrai d'ailleurs, qui n'est Exactement. pas du tout vrai. Et moi, ce que j'ai commencé à faire de manière très très pratique pour le coup, c'est que comme je voyais qu'il y avait des périodes où j'étais un peu fragile par rapport à ça, je coupais toutes les sources possibles de comparaison en fait. Pour D'accord. déjà éviter, c'est comme tu sais qu'un truc va te faire mal, tu vas pas aller appuyer sur le bobo, tu vois. Yes. Donc je savais que j'étais dans une période, c'était à mes débuts, où je n'arrivais pas à gérer ça. Donc j'ai commencé à mettre certains comptes Instagram en sourdine. Pas parce que je les aimais pas, Waouh. hein. Pas parce que, mais parce que je savais que je ne pouvais pas et que le fait d'être confrontée à cette information-là à l'heure actuelle, ça venait déclencher des trucs chez moi qui me décourageaient. Donc du D'accord. coup, moi je pense que parfois il faut être très pratique. Si vous savez que vous êtes à un instant de votre vie où certains contenus, certaines personnes viennent réveiller chez vous une certaine comparaison, quand vous n'êtes pas encore en lieu de les gérer, ça peut être bien de juste supprimer la source pour pouvoir continuer à avancer quand même plus sereinement. Mais c'est pas une situation définitive parce que en fait, il va falloir grandir au bout d'un moment. Tu Exactement. vois. Et moi, ce qui m'a aidé à grandir par rapport à ce sujet, qui fait qu'aujourd'hui, les comptes en sourdine, c'est plus la peine, c'est déjà réaliser que, déjà, ce qui est pour moi, personne ne va me le voler, tu vois. Exactement. Donc, dans mon domaine, moi, je suis consciente, je vais lancer des projets, mais à chaque fois, j'ai cette conviction que les personnes qui doivent venir vont venir. Viendront. Ah, En fait, ils viendront et c'est devenu une assurance qui fait que, aujourd'hui, je regarde même pas la concurrence auquel ils yes. font. Ils peuvent m'inspirer aussi Yes. certaines choses, mais c'est plus un frein. Donc, cette première conviction est venue chasser ça. Et puis, la deuxième aussi, ça a été de travailler sur ma définition de la réussite. Parce que des fois, tu vois, on va se comparer avec des personnes, on voit pas les coulisses de ce qu'ils vivent, on voit une Exactement. infime story Instagram, Exactement. on voit la personne mettre son chiffre d'affaires, et puis tu commences à te dire, oh, elle a commencé en même temps que moi, mais regarde où elle est, etc. Et j'ai réalisé en accompagnant des entrepreneurs que en fait, ils n'avaient pas tous la même définition de la réussite. Tu vois, il y a des personnes qui vont centrer leur réussite sur le fait de faire un maximum, d'avoir 1 million, 2 millions d'euros. En fait, les gens, là je parle toute communauté confondue, tu vois, les gens sont drivés par des choses différentes dans la vie. Et l'erreur de se comparer à quelqu'un où on connaît pas sa vision, on connaît pas ses valeurs, on sait pas ce qui est important pour lui, c'est de comparer l'incomparable. Exactement. Je vais donner un exemple concret. J'ai entrepris, je l'ai dit au début, parce que aussi d'une certaine façon, je voulais de la flexibilité quand j'aurai une famille, etc. Je suis tombée enceinte, j'ai eu mon premier bébé, donc je suis arrivée dans une phase de ma vie où moi je voulais le garder avec moi le plus longtemps possible avant qu'il soit gardé par une crèche, etc. C'était dans notre vision de famille. Donc j'arrive dans une saison de ma vie où je dois entreprendre avec un bébé avec moi. Si moi je commence à me comparer avec, je vais dire un nom au hasard, avec Alice, qui elle n'a pas d'enfant, elle est dans le feu elle a pas de mari, elle est focus sur son entreprise et tout, elle donne, elle est tous les jours sur Instagram, elle est à fond, etc. Sa valeur forte du moment, c'est le travail. Je vais me sentir comme une moins que rien. Et pourtant, à mon niveau, je suis en train de réussir. Wow. Je suis en train de réussir dans la vision que j'avais en fait à la base. Je suis en train de vivre la vision que Dieu m'avait donnée à la base, celle de pouvoir garder mon enfant. Donc, ça veut dire que, tu vois, revenir à notre chemin, notre couloir, c'est très, très important pour ne pas se comparer. Parce que dans cette saison de ma vie, il me suffisait d'avoir un client pour pourvoir à mes besoins. C'était suffisant pour le moment. J'avais un client et quelques missions à côté, exprès pour pouvoir être présente pour mon bébé. Ensuite, il a commencé à être gardé et là, j'ai repris encore une activité. Donc, il y a une question de saison, une question de valeur parce que moi, par exemple, aujourd'hui, le travail ne sera jamais prioritaire dans ma vie, je le sais, parce qu'il y a un ordre déjà divin qui fait que c'est pas alors qu'il y a des personnes, pour eux le travail c'est leur et tu peux pas te mettre sur le même niveau de comparaison avec quelqu'un qui court après l'argent et qui n'a pas la même vision que toi. Donc attention à qui on se compare, toujours revenir à notre vision, à notre contexte, aux saisons de notre vie aussi, parce que des fois, il y a des saisons où c'est pas une saison où tu donnes, mais tu es en train de recevoir parce que tu es en train de travailler sur des choses qui sont en coulisses et après, tu vas être propulsé. Donc voilà un peu ce qui m'a aidé à sortir un peu de ce schéma de comparaison. Donc au début, on fait comme un enfant, on bloque, mais après, il faut chercher à mûrir et travailler sur des vraies choses, quoi. Et je pense que c'est aussi l'une des clés qui peut être aussi importante, c'est aussi apprendre à se connaître soi-même. Et apprendre aussi à... Parce qu'en directement, c'est
c'est vrai qu'on peut bloquer. C'est vrai que également par la suite, c'est important de réaliser que notre couloir est propre à nous-mêmes, que Dieu n'a pas les mêmes attentes vis-à-vis de nous qu'il l'aura vis-à-vis de d'autres personnes. Et je pense que dans ce moment-là, ce qu'il est aussi important de faire, c'est de pouvoir réaliser pourquoi est-ce que j'ai tendance à me comparer. Pourquoi est-ce que j'ai tendance à toujours me limiter? Pourquoi est-ce que j'ai tendance à croire que les autres sont toujours meilleurs que moi? Souvent, ça va être des schémas familiales. Peut-être qu'on a grandi dans des familles dans lesquelles, par exemple, moi, personnellement, quand j'étais petit, on me comparait beaucoup à ma sœur. Et donc, c'est vrai qu'il y a certains domaines dans lesquels je me sentais un peu… je me disais, bon, bah, c'est vrai qu'elle est meilleure que moi, donc forcément, il y a toujours meilleur que moi. J'ai grandi également dans un milieu sportif où on a toujours tendance à nous comparer. Oui. C'est vrai qu'on a tout… Enfin, si tu es un sportif et que tu n'as jamais été comparé, c'est que je ne pense pas que tu sois performant. Parce que quand tu arrives à un certain level, il y a toujours de la comparaison. Et on va toujours te faire croire qu'il y a mieux que toi. Et c'est vrai qu'indirectement, j'avais un peu… moi, personnellement, là, je parlerai de mon cas à moi. J'avais un peu caché ces blessures-là. J'avais un peu caché cette instabilité-là, ce manque de confiance en moi par la visibilité. C'est vrai que je m'exposais beaucoup sur les réseaux sociaux parce que ça cachait un peu cette peur à l'intérieur de moi. Et lorsque le Seigneur me dit, bon, lorsque dans l'entrepreneuriat, je me rends compte que je le veuille ou non, j'ai cette peur-là qui remonte tout de suite. Je me dis, mais non, mais je ne peux pas le faire parce que dans tous les cas, lui, il est meilleur que moi. En plus, on a créé une plateforme où dedans, il y avait les meilleurs entrepreneurs aujourd'hui. C'est des personnes qui étaient déjà… Il y avait même il y avait Anthony Bourbon et il y avait Tony Parker dedans. Ah oui. Donc, oui, donc là, tu te dis, bon, on va créer une plateforme qui fait exactement la même chose que… Je me dis, mais c'est impossible. Et puis, c'est là où le Seigneur te fait comprendre que non, déjà, bah, vous n'allez pas toucher le même public. Et puis, eux également, ils ont pris du temps avant de grandir également. Donc, je pense que dans ce moment-là, ce qui serait aussi pertinent de faire, c'est d'apprendre à se connaître soi-même. Quelles sont les qualités que toi, tu as? Qu'est-ce que Dieu attend vis-à-vis de toi? Et apprends à t'aimer toi-même. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas au travers de l'entrepreneuriat que tu vas apprendre à avoir confiance en toi. Il faut que tu apprennes à avoir confiance en toi et tu verras qu'en vérité, cette confiance en toi, elle devrait être présente dans tous les domaines de ta vie. Parce que souvent, on a tendance un peu à se dire oui, je serais heureux et fier de moi si j'arrive à faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Mais si tu ne les fais pas, ça veut dire que tu vas attendre les 1 million de chiffre d'affaires pour être heureux et être fier de toi. Non, donc je pense que tu devrais davantage apprendre à t'aimer, à te connaître et ça t'aidera par la suite. Complètement. J'ai une autre question également pour toi. Quel a été toi ton rapport à la procrastination cette fois-ci? C'est vrai que là, on a parlé de la peur, on a parlé de la comparaison. Qu'en est-il de la procrastination? En plus, c'est un peu mon domaine parce que je parle d'organisation, de productivité. Donc forcément, j'ai été amenée à beaucoup parler de ça. Et j'aime bien dire que la procrastination, c'est un signal. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui le voient en mal, ce qui est normal parce que très souvent, ça les éloigne de ce qu'ils veulent vraiment faire. Mais quand tu étudies la nature de la procrastination au niveau de comment ça fonctionne dans le cerveau, c'est ton cerveau qui se met comme en mode alerte et qui refuse de faire une tâche pour une raison précise. Maintenant, la procrastination, c'est un signal et tout l'enjeu, c'est de venir chercher pourquoi tu procrastines. Et malheureusement, très souvent, on fait un gros raccourci. Beaucoup de personnes vont se dire, je vais procrastiner, mais parce que j'ai la flemme ou autre, alors que la procrastination peut avoir différentes causes, tu vois. Alors, comme j'avais conscience de ça, j'ai déjà été plein de fois face à des phases de procrastination plus ou moins longues. Et à chaque fois, ce qui m'a aidé à en sortir, c'est de venir essayer de trouver la cause de cette procrastination-là, tu vois. Est-ce que les différentes causes, ça va être parfois la peur, des fois c'est le manque de clarté, c'est-à-dire quelqu'un va avoir un projet, et comme le projet n'est pas clair, on ne sait pas le premier pas à faire, donc la personne, elle tourne en rond. Tu sais, elle tourne en rond, elle ne sait pas par où, parce qu'elle voit le gros projet, la grosse montagne, mais elle n'arrive pas à voir le début de l'escalier pour monter la montagne, tu vois. Des fois, ça peut être aussi… parfois, tu vois, tu es dans une période où tu es épuisé, tu n'as pas d'énergie, et du coup, tu te mets à procrastiner certaines choses. Parfois, c'est le perfectionnisme aussi, c'est-à-dire que tu as tellement pas envie d'échouer, tu as tellement envie de faire les choses bien, que tu procrastines, etc. dans ta tête. Donc, tu vois, il y a plein de sources possibles. Et ce qui est important, finalement, c'est que lorsque la procrastination arrive, moi… j'ai été amenée à procrastiner ma démission, tu vois, et la cause, c'était la peur. J'ai été amenée à… Très souvent, moi, mes causes de procrastination, c'est peur et perfectionnisme, tu vois. Donc, en fonction de ces deux causes-là, tu mets pas en place les mêmes plans d'action, tu vois. Par exemple, dernièrement, j'ai été amenée à procrastiner à cause du perfectionnisme, ce qui m'a aidé à sortir parce que j'avais la conviction que c'était le bon projet, le timing. Dieu me parlait de ça depuis longtemps et c'était moi qui faisais une résistance parce que, tu vois, je voulais faire la formule parfaite, tu vois. Et
j'ai procrastiné. Et à un moment donné, encore une fois, une grosse alarme dans mon cœur. Non, mais il faut arrêter. Je me suis mis une deadline de 2 semaines pour sortir le projet. Wow. Tu vois, et là, j'ai commencé à en parler, du coup, pour m'engager publiquement. Et ça m'a aidé à aller au but. Parce que, en fait, moi, je sais que ça fonctionne pour moi. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai dit à ma communauté que je travaille sur tel projet, que ça va aider à ça. Et une fois que tu t'es affiché... C'est trop tard maintenant. Donc là, il n'y a plus de perfectionnisme possible. Donc, je me suis lancée, j'ai fait, et elle est sortie, tu vois. Mais pour ça, il faut mettre le doigt sur la bonne chose. Donc, c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. J'aime bien dire aux gens, procrastiner n'est pas le problème. Le problème, c'est ce qui te fait procrastiner, tu vois. Waouh, ça me rappelle, et c'était même le même cas lorsqu'on a fait la deuxième conférence. C'est que tu sais, au départ, quand on a fait la deuxième conférence, au départ, nous n'avait pas de salle. Donc, on n'avait pas de salle, on n'avait pas non plus les moyens, on n'avait rien. Et puis, au départ, je poste le flyer. Je me dis, au moins, si j'ai annoncé la date, je n'aurais pas d'autre choix que d'aller jusqu'au bout. Et puis, c'est là où je me suis rendu compte que petit à petit, sans être long, petit à petit, tu vois, les choses sont venues à moi. Mais en fait, ce que tu dis, c'est, et je pense que c'est l'une des choses que les gens doivent apprendre aussi à faire, c'est d'apprendre à faire une introspection souvent. Et apprendre aussi moi, c'est une chose que j'aime souvent faire, c'est prendre le temps souvent de ne rien faire et d'analyser les choses. Ça veut dire que là, et moi, c'est un des conseils que j'aimerais vous donner à vous qui nous regardez. Moi, les choses que je fais, par exemple, chaque matin, c'est que lorsque je me réveille, après avoir passé mon temps de dévotion, après avoir passé mon temps de prière avec le Seigneur, la deuxième chose que je fais, c'est que je prends un carnet vide, je note mes objectifs et je prends aussi le temps de m'écouter. Comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Quels sont les objectifs que j'ai pour cette journée? Quels sont les objectifs que j'ai pour la fin du mois, pour la fin de la semaine? Comment je compte y arriver? Par exemple, aujourd'hui, je vais me rendre compte que j'ai un montage à faire, mais je me rends compte que je ne suis pas en capacité de le faire parce que peut-être que je n'aurai pas le temps. Donc, quels sont les outils que je pourrais mettre en place pour pouvoir le faire? Est-ce que je peux déléguer ça à une personne? Donc, je pense que c'est avoir cette culture-là de toujours faire des introspections, prendre le temps d'étudier, prendre le temps de... Parce que souvent, on est beaucoup dans l'action. Et puis, alors que des fois, il faudrait juste prendre le temps de s'arrêter, introspecter, et je pense que ça nous aiderait beaucoup. Complètement, je suis d'accord à 100%, parce que les personnes qui procrastinent à très long terme, c'est qu'ils font l'autruche sur une situation qu'ils connaissent. Donc, s'ils s'arrêtent effectivement, qu'ils prennent le temps de dire, mais pourquoi je procrastine autant cette tâche-là alors que je dois la faire, qu'ils prennent un temps comme tu l'as expliqué, tout d'introspection, et on finir par comprendre pourquoi, si c'est un problème d'énergie, et venir le traiter, quoi. Et pas juste occulter, faire comme si de rien n'était, et puis agir, alors que en fait, tu as juste besoin de te poser pour comprendre ce que tu ressens, ce que tu traverses. Mais c'est là où on réalise aussi qu'être entrepreneur, c'est être quelqu'un d'humain. Oui. Parce que souvent, c'est vrai... 100% humain. Humanité, 100%. Parce que je trouve que ça amplifie toutes les émotions, en fait. C'est vrai. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire parce que souvent, quand on est dans l'entrepreneuriat, on oublie que des fois, on peut être fatigué, on oublie que des fois, on a des peurs, on oublie qu'à certains moments, on peut être joyeux et des fois, on a tendance un peu à se dire, mais non, c'est le travail. N'oubliez pas aussi que vous êtes des êtres humains. Des fois aussi, on a besoin d'être entouré. Parce que quand on va passer par des périodes dans lesquelles on aura beaucoup de travail, souvent on a tendance à s'isoler. Donc, à certains moments, moi, par exemple, je disais souvent que, quand je disais souvent aux personnes que je m'entends, c'est que moi, chaque journée, j'aime souvent prendre 1 heure, voire 1 heure et demie où je ne fais absolument rien. Je regarde la télé. Je prends le temps souvent de prendre un moment pour moi. Les gens ne le comprenaient pas. Ils se disent, mais non, mais tu as des objectifs, c'est pas bon. Je dis non, mais parce que moi, je me connais. Et je sais que moi, personnellement, si je suis tout le temps dans le travail, à un moment donné, je vais exploser. Donc, je pense que il faut aussi prendre le temps d'apprendre à se connaître. Qu'est-ce que moi, j'aime faire? Comment est-ce que moi, je suis? Quel est mon rapport avec le travail? Et donc, les cas sont personnels. Complètement. Waouh. Je pense qu'il y a énormément de choses qui ont été dites. J'aimerais vraiment vous encourager également à prendre le temps de réécouter ce qui a été dit, de prendre encore une fois des notes, parce que c'est juste formidable. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui veut se lancer, qui aimerait faire la même chose que toi, qui peut-être se dit, voilà, moi j'ai certaines peurs, j'ai certaines craintes, ou alors j'ai déjà découvert ce que je suis amené à faire, je ne sais pas par où commencer. Quel est le conseil que tu donneras à cette personne? Alors, comme en plus je parle d'organisation comme un outil pour avancer, et je vais partir du deuxième cas de figure dont tu as parlé, et très souvent il y a des personnes qui sont comme ça, ils ont des projets, des grandes visions, mais ils ne savent pas par où commencer. Et si le premier pas, c'était d'essayer de découper un peu cette vision. C'est-à-dire, aujourd'hui tu sais que tu as un projet, tu ne sais pas par où commencer pour une raison X ou Y, parce que c'est un domaine que tu ne maîtrises pas, etc. Et si ta première action, c'était de planifier un temps où tu essayes de clarifier juste les premiers pas. Par exemple, qui contacter pour avoir des informations, tu vois, un bloc de temps pour faire des recherches
sur le sujet. Exactement, C'est très exactement. souvent les personnes, en fait, on a tendance à... On veut aller au-dessus de la montagne et les gens ne regardent que le drapeau au-dessus de la montagne. Waouh. Et là, la première action que tu peux faire si tu veux te lancer, si tu as la conviction que tu sais que c'est le projet et que tout est au vert, c'est de te concentrer et essayer de faire, d'enlever les nuages devant les premiers pas justement que tu as posés. Et parfois, c'est juste faire des recherches. Parce Waouh. qu'en faisant des recherches sur le domaine que tu ne connais pas, par exemple, tu vas te rendre compte que bah, telle personne a commencé en faisant ça. Et ben, Waouh. du coup, tu vas savoir peut-être que ben, la première action, ça va être de faire ce premier truc-là. Exactement. Et au fur et à mesure, tu vas construire ton plan d'action, tu vois. Donc, je dirais de se poser et clarifier les premiers pas. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, bah, merci à toi, Marielle, pour tous les points clés, tout ce que tu as pu nous partager. Je pense que ce ne sera pas suffisant en un podcast pour pouvoir parler de toi, parler de ton témoignage. Peut-être qu'on aura l'occasion de te recevoir à nouveau. Peut-être sur une autre thématique parce que je Mhm. pense que tu as beaucoup à nous apporter. En tout cas, pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez également la retrouver sur ses réseaux sociaux. Oui. D'ailleurs, peut-être tu pourrais nous donner tes réseaux sociaux ou les plateformes, les différentes plateformes sur lesquelles on peut te retrouver. Alors oui, vous pouvez me retrouver, bah, je suis très sur Instagram, et j'ai 2 podcasts. Donc pour la partie Et si on avançait, organisation et productivité, vous pouvez me retrouver sur arobase Et si on avançait, et le podcast s'appelle également Et si on avançait. Il est disponible sur YouTube, Spotify, Deezer, toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Ensuite, ben, pour tout ce qui est accompagnement d'online based manager et de bras droit, le projet s'appelle Projet OBM, donc arobase projet.obm sur Instagram. Et j'ai créé également un podcast qui s'appelle Le podcast des OBM, où je parle de ce métier aussi plus longuement. En tout cas, merci à toi d'être intervenu sur ce podcast. Merci Roy. Merci à toi pour le temps que tu as passé avec moi. Merci à vous qui nous avez regardés. J'espère que vous avez été bénis. Si vous avez été bénis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et également à vous abonner parce que nous croyons qu'il y a encore d'autres épisodes qui vous béniront par la suite. Merci à vous pour votre fidélité et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode sur Impul Podcast.